dirigeants. Et oui, et pour en parler, nous recevons Charles-Henri Le Chevalier. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La rémunération des grands patrons, halte à la démesure aux éditions Manitoba. Vous avez été conseiller de grands groupes sur la rémunération des grands patrons pendant plus de 30 ans. Oui, vous nous racontez finalement ce métier, un ouvrage très concret de Carlos Ghosn à Patrick Cron lors de son départ d'Alstom. Vous y passez en revue un certain nombre de cas. Nous allons y revenir, mais d'abord peut-être pourquoi avoir sous-titré Halte à la démesure, car finalement ce n'est pas du tout un ouvrage pamphlétaire sur la question de cette rémunération des patrons. Non, c'est pas du tout un ouvrage pamphlétaire. C'est un ouvrage qui cherche à retracer ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Oui. Donc le titre aurait pu être si l'on est pessimiste, sommes-nous en 1788, ou si l'on est optimiste, de la démesure à la raison. Car depuis 30 ans, effectivement, il y a eu beaucoup de changements et heureusement, des rationnels se sont mis en place, des codes, même des lois, afin de rendre la rémunération des dirigeants audible. C'est pas encore toujours le cas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis 30 ans. Alors vous évoquiez 1788 et notamment ce moment où Louis XVI, à l'ouverture des États généraux, reconnaît finalement qu'il a été trop loin dans la démesure, dans les dépenses. Oui, en 1781, il évince Necker, qui avait accusé en quelque sorte la Cour de se livrer à des dépenses très excessives. Donc Necker est évincé et pourtant il est rappelé en 1789 et Louis XVI, à l'ouverture des États généraux, le 5 mai, fait un peu amende honorable et reconnaît implicitement que ces dépenses ont été excessives. Eh bien c'est trop tard et la révolution démarre. Vous croyez qu'on en est à une période qu'on peut comparer aujourd'hui ? Peut-être pas, mais quelqu'un de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, les bérets rouges, les gilets jaunes, et j'espère que non, demain les chemises brunes, tout ceci, ce sont des alertes qui laissent penser que rien n'est impossible et que donc il faut être très prudent et surtout faire en sorte que les rémunérations soient audibles. C'est-à-dire acceptables. Mais c'est pas à moi de dire qu'elles sont acceptables. Comme vous le savez, ce sont au conseil d'administration de savoir le détecter. Ce sont eux qui, aujourd'hui, fixent les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, mais ils doivent retirer parfois leur boule cuillesse. Alors la première partie de votre ouvrage, c'est plutôt une approche historique. Vous expliquez cette problématique de la rémunération des patrons. Elle est véritablement devenue centrale dans le monde de l'entreprise à partir des années 80. Et c'est un peu un système... à partir de la chute du mur de Berlin. Oui, et c'est un peu un système de surenchère qui a été mis en place à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est plus que l'envie d'accumuler de grandes fortunes, c'est surtout l'envie de gagner plus que le concurrent qui s'est imposé à ce moment-là. Alors, on peut dire ça. Il y a surtout eu, si vous voulez, la compétitivité des rémunérations qui s'est encore, en quelque sorte, substituée à l'équité. Auparavant, jusqu'à la fin des années 80, on faisait très attention à l'équité des rémunérations. Les diagnostics de rémunération qui étaient faits prenaient en ligne de compte les rémunérations du plus bas au plus haut et on cherchait à faire en sorte que ça soit acceptable, bien que les rémunérations ne soient pas publiques. Et puis, avec la chute du mur de Berlin, il y a un vent de libéralisme qui a soufflé sur l'Europe. Faut pas oublier qu'avec la chute du mur de Berlin, l'Europe continentale n'avait plus le grand ours à l'est qui les guettait. Le Parti communiste était très fort, comme vous le savez, et donc les gouvernements, qui étaient essentiellement encore à droite à l'époque, faisaient très attention à ne pas aller dans l'excès. Toujours ce ni trop peu, ni trop haut dans les rémunérations. Et puis, avec la chute du mur de Berlin, alors là, ce sont les parts variables qui se mettent en place, à l'instar de ce qui se pratiquait aux États-Unis et déjà au Royaume-Uni, sous Margaret Thatcher. Et puis, c'est l'introduction en Europe continentale, car ça existe déjà au Royaume-Uni, des stock options. Alors les stock options, la rémunération variable fait que le package de rémunération d'un mandataire social, c'est-à-dire d'un PDG ou d'un directeur général, va devenir très élevé. Et à cela va encore s'ajouter les retraites chapeau dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va peut-être commencer par les stock options, puisque vous dites que finalement ce sont essentiellement ces titres qui permettent depuis 30 ans aux dirigeants de groupe de s'enrichir dans des proportions parfois totalement démesurées.
Oui, l'histoire des stock options, elle s'est un peu arrêtée en France en 2005, puisqu'ensuite ce sont les actions gratuites qui se sont mises en place. Mais les stock options, si vous voulez, il y a eu en quelque sorte 3 étapes dans les stock options. Il y a eu la période 1990 jusqu'à 2001, c'est-à-dire jusqu'à la bulle Internet, qui a vu, surtout dans la deuxième partie des années 90, les dirigeants et ce qu'on appelait les happy few, c'est-à-dire les dirigeants et la garde rapprochée, s'enrichir indiscutablement, car le CAC 40 à ce moment-là est monté jusqu'à 7000 points, pratiquement 7000 points. Donc tous ceux qui ont pu réaliser leurs options avant 2001-2002 se sont considérablement enrichis, surtout les patrons, bien sûr. Et puis avec la bulle Internet, vous avez eu des stock options qui ne valaient plus rien, et comme déjà à partir, disons, de 98-99, l'attribution des stock options, c'était pas généralisé, mais concernait parfois une centaine de personnes, c'est-à-dire les cadres supérieurs, les performeurs, les cadres identifiés à haut potentiel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec la bulle Internet? Ils n'ont pas pu réaliser leurs options qui leur avaient été attribuées à la fin des années 90, et ils ont tout perdu. Donc, on a à ce moment-là vu en France naître les actions de performance, les actions gratuites dites de performance. Alors c'est quoi la différence concrètement? Alors la différence, c'est que lorsqu'on vous donne une stock option, la stock option, elle est donnée à un prix qui correspond à peu près à l'époque un tiers de la valeur de l'action, mais évidemment la réalisation est subordonnée au fait que l'action doit monter. Si elle ne monte pas, vous ne la levez jamais. Mais comme la stock option dure 8 à 10 ans, vous avez quand même beaucoup de temps au cours de laquelle vous pouvez espérer que l'action vaudra davantage que celle à laquelle elle vous a été attribuée. Bon. Donc ces stock options, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble, avaient permis de réaliser des plus-values importantes, mais dès lors qu'il y a eu cette bulle Internet, toutes celles qui avaient été attribuées au cours des dernières années ne valaient plus rien. D'où l'idée d'attribuer des actions gratuites dites de performance, et en les attribuant à une population qui allait bien au-delà des anciens bénéficiaires, c'est-à-dire le PDG, sa garde rapprochée, et les cadres performeurs et identifiés à potentiel. Donc elle était censée, ces actions gratuites, concerner tout le personnel. Et elles étaient, qu'est-ce qui changeait? C'est que ces actions gratuites au début étaient données avec des conditions de performance un peu complaisantes, ce qu'on appelle des conditions light, et ces actions forcément étaient données en nombre inférieur, puisque les options, les actions valaient, grosso modo, les options valaient un tiers des actions. Donc on donnait forcément des actions en nombre moindre. Et c'était un peu un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire qu'avec des actions de performance, on avait plus de chances de gagner qu'avec des stock options. Mais évidemment avec une perspective de gagner moins, puisque vous en aviez moins. Alors ces stock options, ces actions de performance, à leur côté, on a quand même d'autres modes de rémunération qui, pour les grands patrons, les retraites chapeau, les indemnités de départ, des sommes qui sont devenues là encore de plus en plus importantes au fil des années. Alors oui, les retraites chapeau, vous savez, au début des années 90, nos systèmes de retraite étaient encore des systèmes de retraite relativement élevé, puisque les dirigeants, les cadres supérieurs pouvaient, et les cadres tout court et tout le personnel, pouvaient partir avec pratiquement entre 55 et 65% de leur dernière rémunération. Donc il n'y avait pas de problème. Mais on savait déjà à l'époque que les systèmes étaient en grand danger. Vous vous souvenez des déclarations de Michel Rocard à cet égard. Et on avait à l'époque, les dirigeants bénéficiaient de ce qu'on appelait une retraite supplémentaire, puisque, comme vous le savez, les retraites étaient plafonnées, je voudrais pas être trop technique, mais à 8 fois la tranche C, à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui aujourd'hui correspondrait grosso modo à 340 000 euros. 340 000 euros. Au-delà, il n'y avait rien. Bon. Et donc, on avait conçu des systèmes de retraite supplémentaires qui permettaient à des dirigeants de partir lorsqu'ils bénéficiaient de cette retraite avec parfois jusqu'à 60% de leur dernière rémunération. 60%. Bon, sans limite. Comme les parts variables se sont mises en place et d'une manière extrêmement drastique entre les années 90 et 2000, vous imaginez bien qu'à la fin des années 2000, vous aviez des dirigeants qui partaient avec une rémunération élevée composée d'un salaire et d'une part variable,
et 60 à 65% de leur dernière rémunération sous forme de retrait de chapeau. Sauf que ce système coûtait de plus en plus cher. Et qu'à la fin des années 90, on a mis des systèmes de retraite alternatifs avec des régimes additifs beaucoup moins élevés, mais encore élevés, car les retraites chapeau continuer à exister. Alors on va continuer à en parler juste après la pause. On revient tout de suite. Vous nous appelez 0826 300 300. Et nous sommes toujours avec Charles-Henri Le Chevalier qui signe ce livre, La rémunération des grands patrons, halte à la démesure. C'est aux éditions Manitoba. On va peut-être évoquer un de ces chapitres qui est à la fin de votre ouvrage sur la question, chapitre très intéressant sur la question des footballeurs. Vous demandez finalement s'ils sont trop payés par rapport aux patrons. Oui. Le critère, c'est quoi? C'est est-ce que on peut les remplacer finalement? Oui. En réalité, les footballeurs, si vous prenez des footballeurs comme Messi, Ronaldo, enfin Neymar, il est tellement souvent blessé qu'on se demande pourquoi il est rémunéré autant. Ou Mbappé, là, ils ont des rémunérations qui atteignent des niveaux colossaux, qui sont plus élevés. Alors on rappelle, ce que vous mettez dans votre livre, c'est Lionel Messi, 130 millions de dollars, Ronaldo, 110 millions de dollars, Neymar, 38 millions d'euros, et Mbappé, 17 millions d'euros. Oui, ça, c'était des rémunérations en 2018-2019, lorsque Lionel Messi était à Barcelone, et Ronaldo, je crois, au Real Madrid. Bon, ce sont des rémunérations, vous le voyez bien, qui sont extrêmement élevées. Il n'y a pas besoin de donner des rémunérations aussi élevées pour motiver des footballeurs, ou pour motiver des jeunes pour devenir footballeurs. Donc je pense que ces rémunérations sont carrément grotesques. C'est d'ailleurs ce que j'écris. Est-ce qu'elles doivent être comparées à des dirigeants d'entreprise? Comme je l'indique dans mon livre, j'avais rencontré lors de la primaire de 2017 Édouard Philippe parce que je souhaitais rédiger des fiches techniques pour Alain Juppé si on l'interrogeait sur les excès des rémunérations et notamment sur les retraites. Et Édouard Philippe m'avait répondu, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi vous mettez en cause les rémunérations des dirigeants. Regardez les footballeurs. Donc les dirigeants devraient pouvoir, qu'on leur fiche la paie, ils devraient pouvoir gagner leur vie librement. Et les rémunérations des footballeurs étaient déjà à l'époque extrêmement élevées et, à mon avis, n'ont pas de sens. Alors maintenant, on peut dire pour défendre les footballeurs, ils prennent de l'argent à personne. Bon, et ils font gagner aussi beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Ils font gagner de l'argent, mais surtout, ils n'ont pas d'actionnaires. Enfin, ils ne doivent pas d'argent à des sociétés cotées, à des actionnaires. Bon, c'est leur prestation et surtout, elle est immédiate. Un tir, un but, et immédiatement, leur rémunération peut s'envoler. Bon, alors... là-dessus, c'est indiscutable. Maintenant, c'est surtout l'excès. C'est surtout l'excès, et je suis pas sûr que ces montants soient bons pour des jeunes, parce que ça peut leur donner envie de jouer au foot, alors que vous en avez une quinzaine qui gagnent ces montants-là, et que les autres vivent très, très, très modestement, parce qu'ils ont des rémunérations élevées pendant 4 à 5 ans, et puis ensuite, ça s'arrête, et souvent, ils ont une suite de carrière compliqué, parce qu'ils n'ont pas mis d'argent de côté et ils ne sont pas employables. Finalement, les footballeurs, on peut aussi précisément mesurer aussi leur performance. C'est plus compliqué pour des patrons. Les footballeurs, c'est assez facile, parce que vous marquez un but, immédiatement votre cote monte. Et les dirigeants, c'est plus long. Vous pouvez avoir des performances et des contre-performances. Je cite d'ailleurs dans mon livre la performance de Louis Schweitzer chez Renault, qui avait Louis Schweitzer, qui avait eu quelques mésaventures chez Renault en étant obligé en Belgique de licencier plusieurs milliers de personnes et qui ensuite est très bien retombé sur ses pieds, car c'est quand même lui qui a fait la fusion avec Nissan et ensuite il a terminé très brillamment sa carrière en prenant le comité, vous vous souvenez, le comité d'éthique. Oui. Peut-être on va revenir à cette question des parachutes dorés, des indemnités de départ qui choquent souvent. Il y a cette affaire notamment, vous en évoquez plusieurs dans votre ouvrage, mais de Patrick
Cron chez Alstom. Oui, alors Patrick Cron, c'est un moment très compliqué en France, puisque Patrick Cron a eu des moments extrêmement brillants chez Alstom, puisqu'il a totalement redressé Alstom au début des années 2000, après la déconfiture d'Alstom. Et puis, il y a eu cette affaire avec General Electric, qui a été un peu compliquée. Comme vous le savez, l'un de leurs collaborateurs, Frédéric Pierucci, a été emprisonné pendant 2 ans et demi aux États-Unis, sans que Alstom fasse quoi que ce soit pour lui. Il est parti avec 40 000 € d'indemnité, et encore pour licenciement. Et pendant ce temps-là, Patrick Cron, dans un premier temps, n'a pas plaidé coupable au département de la justice américain, avec la caution de Jean-Martin Fols. Tout ceci est public, et bien entendu. Et ensuite, il a quitté le groupe après avoir fait amende honorable devant le département de la justice, avec une indemnité de plus de 6 millions d'euros. Voilà. Donc, pas mal, 6 millions d'euros. Évidemment, cette indemnité a été fortement contestée à l'Assemblée nationale et par l'opinion publique. C'est comme ça. Même si si tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, et que c'est encore une question aujourd'hui qui fait polémique. Alors, quelle est la bonne rémunération des grands patrons? C'est un peu la question que vous posez tout au long de cet ouvrage. Et vous évoquez également la question de l'optimisation fiscale, mais qui a plutôt tendance à disparaître. On est plus désormais carrément sur de l'évasion fiscale chez les grands patrons. Alors, sur l'évasion fiscale, j'en parle pas directement. Je dis simplement, il y en a qui ont des raisons d'élire domicile en Extrême-Orient lorsque se réalisent en Extrême-Orient les 3/4 de leur chiffre d'affaires. On connaît ces groupes qui réalisent des chiffres d'affaires essentiellement en Asie, et tout ceci peut avoir une justification. Ce qui est dommage, c'est que ça devrait être validé par le conseil d'administration. Or, c'est pas le conseil d'administration qui valide, c'est eux qui prennent cette décision. Alors ça, c'est un peu regrettable. Sur l'optimisation fiscale, au début des années 90, il y avait ce qu'on appelait en France et même dans d'autres pays européens les split payroll. Alors qu'est-ce que c'était que les split payroll, split fees? Lorsque vous exerciez des prestations à l'étranger en tant que dirigeant monétaire social, mais aussi comme simple dirigeant, vous pouviez, dans ces pays où vous aviez une filiale, vous pouviez recevoir une rémunération. Et cette rémunération faisait l'objet d'un prélèvement à la source dans le pays non résident. Et en France, vous aviez ce que l'on appelle le taux effectif, qui vous permettait finalement d'optimiser votre rémunération, car on vous imposait mondialement. Il y avait une péréquation, c'était quelque chose d'un peu technique, qui faisait que vous pouviez diminuer l'imposition qui était la vôtre. Donc je cite 1 ou 2 exemples au début des années 90 sur une optimisation fiscale. Le deuxième type d'optimisation fiscale qui existait dans certains groupes, c'était l'allocation logement. Alors là, l'allocation logement, ça pouvait être considérable lorsqu'on vous mettait à disposition un logement, car ce qui était pris comme référence, c'était la valeur cadastrale pour la réintégration comme avantage en nature et comme impôt. Et cette valeur cadastrale, au début des années 2000, elle représentait peut-être 20% de la valeur réelle. Donc le dirigeant, effectivement, ne payait un impôt bien moindre sur ce dont il bénéficiait. Charles-Henri Le Chevalier, on va se retrouver dans un court instant pour continuer à parler de votre ouvrage. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour parler de ce sujet forcément passionnant, la rémunération des grands patrons. En plateau avec nous, Charles-Henri Le Chevalier, auteur de ce livre, La rémunération des grands patrons, halte à la démesure. Et vous réagissez au 0826 300 300. On est avec Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour, ici c'est Gérard de Colombes. Bonjour Gérard de Colombes. Vous avez souhaité réagir du coup sur ce thème, et notamment, je crois, sur les footballeurs. Oui, parce qu'il y a quand même une chose, je crois, tous les footballeurs ne sont pas dans un état quand même sensationnel. À Colombes, là, juste à côté de chez moi, il y a un ancien très très bon joueur de football de Strasbourg qui fait le secrétariat d'un médecin. Il fait un boulot tout à fait ordinaire, alors qu'il a eu une carrière qui était quand même pas très très mauvaise. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des footballeurs demandent un salaire net d'impôts.
Alors Charles-Henri Le Chevalier, évidemment, Oui. tous les footballeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Oui, alors écoutez, à l'époque, je ne sais pas à quelle époque vous faites remonter les performances de cet avant du Racing Club de Strasbourg, parce que le Racing Club de Strasbourg, au cours des 20 dernières années, n'a pas eu, à ma connaissance, des performances exceptionnelles, sauf tout le respect que j'ai pour cette équipe. Si vous voulez, jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire à l'ère Platini, les rémunérations avaient commencé à devenir élevées, mais elles restaient quand même acceptables. Mais c'est surtout ce que j'indique dans mon livre. Dans mon livre, c'est après l'arrêt Bosman que tout s'est enflammé. Parce que l'arrêt Bosman, c'est sans limite. Absolument, absolument. Donc c'est sans limite. Alors, vous avez, si vous prenez par exemple la L1, la rémunération d'un bon joueur en L1, alors vous dites que c'est net, c'est possible, ça je ne connais pas cette précision. Mais je pense qu'un très bon joueur en L1 peut gagner, si vous voulez, entre 30 et 40 000 euros par an, ce qui fait quand même 500 000 euros par an. Mais effectivement, ces rémunérations qui sont très élevées, puisque je vous rappelle que 500 000 euros, ça correspond grosso modo à un dirigeant qui est peut-être pas membre du comité exécutif d'un grand groupe, mais qui est N-2, qui est N-2, c'est-à-dire qui est membre d'un comité de direction d'une très grande branche dans un très grand groupe. C'est à peu près le type de rémunération qu'il peut percevoir. Alors 500 000 euros pour un footballeur, c'est une grande rémunération, mais il ne faut pas oublier que ces 500 000 euros, il va les percevoir peut-être pendant 4 ou 5 ans. C'est tout. Et ensuite, c'est terminé. Donc, sur ce plan-là, j'ai rien à dire sur ces niveaux de rémunération. C'est ensuite que, lorsqu'il devient véritablement très performant, que ça peut s'envoler et très vite. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que dit Gérard, c'est que il négocie en net d'impôts. C'est potentiellement une réalité. Est-ce que c'est une réalité dans les grands groupes? Est-ce que c'est pas aussi ce qui fait exploser les Non. Il est probable qu'il négocie un net, mais il négocie un net à partir d'un brut. Il négocie 20 000 euros net à partir d'un brut qui peut être de 40 000 euros. Ça, c'est possible dans les équipes de football. Quand on parle d'une manière générale en rémunération, on parle en brut. Mais il est possible qu'il négocie en net. Je suis pas sûr que dans un bon joueur, dans une bonne équipe de L1, ils aient 45 000 net, parce que 45 000 net, ça correspondrait grosso modo à 75 000 bruts. Bon, dans les grands groupes, on ne raisonne jamais en net, on raisonne toujours en brut. Ça n'existe pas de raisonner en net. Ou de toute façon, si un dirigeant veut avoir tant en net, en réalité, ce qui sera publié, c'est sa rémunération brute. C'est-à-dire, on remontera en brut pour dire voilà la rémunération qu'il a touchée. Mais on raisonne rarement en net. Alors je ne sais pas si Gérard est encore là et s'il a été convaincu. Oui, mais tout ça, c'est comment? Il y en a combien sur la masse des footballeurs? Il y en a combien qui touchent, qui arrivent? Je vous ai dit. Oui, moi, j'ai l'exemple à côté de chez moi là d'un très très bon joueur de Strasbourg qui fait le secrétariat à la Toubib. En gros, Gérard, vous souhaitez un peu défendre les footballeurs en disant qu'ils ne sont pas tous... Non, je dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, je suis en train de lire le livre sur les mutuelles. D'accord. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on voit la rémunération des grands patrons, s'ils ne font pas attention, on est à 2 doigts de la révolution. Oui, alors, Gérard, c'est peut-être... Pour en revenir à cette idée finalement des écarts de rémunération qui se creusent de plus en plus entre les grands patrons et les autres salariés dans le monde de l'entreprise, ça c'est un phénomène réel. Ça c'est très réel et je démontre à la fin de mon livre le ratio qui existe aujourd'hui entre le plus haut et les 10% les moins rémunérés ainsi que la médiane. Et je fais des propositions pour qu'on puisse revenir à un système un peu plus resserré. Vous savez que dans les années 30, aux États-Unis, Henry Ford disait qu'entre la rémunération d'un CEO, c'est-à-dire d'un PDG ou d'un directeur général, et la rémunération la plus basse, c'est un écart de 1 à 40. Alors, ces écarts probablement n'ont plus de raison d'être aujourd'hui à cause de l'internationalisation, de la complexité des affaires. On est tout à fait d'accord sur ce diagnostic, mais c'est pas
pas parce que c'est pas parce que tout s'est complexifié à ce point-là qu'on doit avoir des écarts parfois de 1 à 200 ou de 1 à 300. Aujourd'hui, la rémunération dans un grand groupe d'un salarié avec son salaire et éventuellement une participation et un intéressement, disons que c'est de l'ordre dans un très grand groupe, c'est de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros par an. Si vous prenez un dirigeant mandataire social d'un grand groupe, j'appelle un grand groupe 100 000 personnes, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, internationalisation, complexité dans les métiers, bref, un groupe multisecteur, il va avoir une rémunération grosso modo d'1,2 million, 1,3 million. Il va avoir un bonus annuel s'il réalise ses objectifs qui va être de l'ordre de 1,5 million, 1,6 million. Et il va avoir des actions de performance qui, valorisées, vont représenter environ 1,7 million. Bon, donc vous faites 1,7 million, 1,2 million et 1,5 million et on arrive autour de 4 millions. Autour de 4 millions. 4 millions renvoyés à 30 000 euros, vous voyez l'écart. Alors vous proposez, vous avez des propositions pour limiter ces écarts. Alors je fais plusieurs propositions. Hein. La première proposition que je fais, c'est que moi je ne reviens pas sur les salaires de base, parce que les salaires d'un PDG ou d'un DG dans le CAC 40, lorsque vous regardez par rapport aux années 90, que vous appliquez un coefficient de 2,5% par an d'érosion monétaire, vous tombez grosso modo, j'indique au début de mon livre qu'au début des années 90, c'était 4 millions de francs, c'est-à-dire 600 000 euros le salaire d'un PDG, et aujourd'hui il est autour de 1,1 million, 1,2 million. Donc là-dessus, c'est pas là-dessus que le bas blesse. Les salaires de base ne se sont pas envolés. En revanche, sur les parts variables, j'indique que 100% systématiquement objectif atteint, moi je trouve ça un peu beaucoup. C'est vrai que tous les pays européens, en tout cas l'Angleterre et l'Allemagne, appliquent ce taux, et aux États-Unis c'est plutôt 120 à 150%, voire au-delà. Bon, moi ça me paraît très élevé, et je pense que d'autant plus que la part variable n'est pas toujours imputable au seul dirigeant. Elle peut être imputable à un marché haussier, elle peut être imputable à un secteur d'activité qui est particulièrement florissant et qui l'aide. Hein. Donc donner des parts variables aussi importantes, ça me paraît parfois déraisonnable. Je préférerais qu'on dise à objectif atteint 50% et que la performance bien observé d'un dirigeant, bien observé, bien détecté, apprécié par le conseil d'administration, puisse lui permettre de doubler son salaire. Hein. Et sur les actions, surtout, je dis quelque chose qui me paraît essentiel, c'est qu'au lieu d'attribuer des actions gratuites, dites de performance à un dirigeant, on devrait dire une action attribuée, vous en achetez une. Si vous prenez le dirigeant d'une PME, il met tout son argent dans l'entreprise. Hein. Il doit, excusez-moi l'expression, faire croûter son personnel à la fin du mois, hein, et il est toujours en risque de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il est en risque permanent. Le dirigeant qui arrive dans un gros groupe, il a certes des objectifs considérables, il a 150 000 personnes sous ses ordres, et il faut bien que ça marche. Donc il est tout à fait normal qu'il ait un salaire élevé, mais il ne met pas un centime dans l'entreprise. Monsieur Ghosn n'a jamais apporté un centime lorsqu'il a pris Renault. Les PDG du CAC 40 ne sont pas obligés. Certains se doivent de le faire. Hein. Il y a même des recommandations qui sont faites en ce sens. Mais à la limite, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 euro dans la société. Par contre, vous recevez des actions gratuites. Donc ce que je propose, c'est qu'à une action gratuite attribuée, le dirigeant achète lui-même une action. Et ce que je propose, c'est que les actions qui lui sont attribuées, au terme de son mandat, il puisse les garder pendant 2 ans. Carlos Ghosn, puisque vous venez de le citer, lui l'essentiel, c'était un des patrons, les Français les mieux payés, en tout cas au sein du CAC 40, et c'est l'essentiel, c'est lié à des stock options. Carlos Ghosn, il gagnait au titre de Renault, tout ceci est public bien entendu, oui. Il a gagné en 2016 15 millions d'euros avec Renault et Nissan, et évidemment dans ces 15 millions d'euros, il y avait des actions gratuites, valorisées, absolument. Oui. Et ça n'était pas que du bonus, ça n'était pas que du cash. Il y avait du papier aussi. Cet exemple de Carlos Ghosn, il est intéressant aussi puisque on connaît évidemment la suite de l'histoire, son arrestation au Japon, sa fuite vers le Liban. Ça montre aussi à quel point un grand patron peut être porté finalement au nu, comme c'était le cas pendant plusieurs années avec Carlos Ghosn, dont on a souvent vanté son action à la tête de Renault. Et puis finalement,
du jour au lendemain être écarté assez brutalement. Oui, ça je n'ai pas sur les conditions de son éviction, j'ai pas de commentaire à faire. Si vous voulez, ce qui est très important aussi, c'est le rôle des comités de rémunération, parce que dans mon livre, au fond, on peut pas pénaliser directement les dirigeants mandataires sociaux. Les dirigeants mandataires sociaux, leur rémunération, elle leur est fixée par le conseil d'administration sur une recommandation du comité des rémunérations. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que les comités des rémunérations, comme je l'ai déjà indiqué, se sont souvent mis des boules cuillesses dans les oreilles et ne veulent rien entendre de l'extérieur. Ils ont comme seul objectif de faire allégeance trop souvent au président, au PDG, et de ne pas tenir compte de l'actionnaire. Vous pouvez peut-être rappeler comment sont composés ces comités de rémunération ? Alors, les comités des rémunérations, c'est une émanation du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, en général, désigne des administrateurs pour siéger dans des comités techniques qui sont chargés d'éplucher les principaux problèmes et de faire des recommandations, des propositions au conseil d'administration. Il y a la plupart du temps le comité stratégique, le comité d'audit et le comité de nomination des futurs administrateurs et le comité des rémunérations. Le comité des rémunérations fixe la rétribution des dirigeants mandataires sociaux, c'est-à-dire le président, le directeur général et le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués, s'il y en a plusieurs, ou le directoire. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du comité des rémunérations. Mais le comité des rémunérations, trop souvent, à mon sens, ne prend pas suffisamment en compte le reste de l'entreprise, l'environnement. Il cherche surtout comment faire pour rémunérer correctement le PDG. C'est bien sûr souhaitable, c'est bien sûr nécessaire, mais il n'y a pas que le PDG. Et dans ce contexte, cette répartition pour fixer la rémunération des patrons, il y a aussi le rôle du métier que vous avez exercé, celui de consultant, le rôle des cabinets de conseil. Là encore, quel est en réalité le poids de ces cabinets de conseil ? Je pense que le rôle des cabinets de conseil, en tout cas en rémunération, je pense qu'il a baissé. Il a baissé au fil des années parce que les comités des rémunérations ont voulu faire leur cuisine tout seuls. Soit parce qu'ils ont considéré que les cabinets de conseil n'étaient pas suffisamment compétents, peut-être, j'en sais rien, j'espère que non, mais peut-être. Soit ils voulaient avoir la paix. On leur collait des règles, des directives, ils voulaient faire leur cuisine tout seuls. Alors, il est arrivé une époque que j'ai bien connue où on était des experts et où on nous demandait non seulement des benchmarks de rémunération pour savoir comment étaient positionnés les dirigeants mandataires sociaux, mais aussi des recommandations. Au fil du temps, c'était beaucoup plus les benchmarks que les recommandations qui les intéressaient. Et un benchmark de rémunération qui est en quelque sorte qui est un cousu humain par rapport à une enquête qui est effectivement beaucoup plus large. Vous pouvez, même dans un benchmark qui est composé de 15 sociétés, vous pouvez l'interpréter un peu comme vous voulez, parce que si vous comparez votre PDG à 14 autres PDG qui n'ont pas du tout le même itinéraire, l'un à 40 ans, l'autre à 60 ans, l'un était très performant, l'autre n'a pas été du tout, a été moins performant, vous allez arriver avec un benchmark, 15 sociétés, ça va très vite. Votre quartile inférieur, c'est-à-dire les 25% qui sont les moins rémunérés, vous risquez d'en avoir 3 qui ne sont pas très représentatifs. Charles-Henri Le Chevalier, on va se retrouver juste après la pause pour continuer à parler de votre livre, La rémunération des grands patrons, halte à la démesure. De retour avec Charles-Henri Le Chevalier, auteur de ce livre, La rémunération des grands patrons, halte à la démesure. Et vous faites certaines propositions, en tout cas en matière notamment de taxation des grands patrons. Charles-Henri Le Chevalier, vous voulez aller jusqu'à un taux d'imposition de 90% pour les plus riches, c'est ça? C'est-à-dire que, moi, lorsque j'ai fait ce livre, j'ai interrogé mon collègue aux États-Unis et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le taux marginal de l'impôt aux États-Unis à partir de 1930 jusqu'à maintenant sur les rémunérations. Et j'avais le souvenir que Franklin Roosevelt, au moment du New Deal, avait monté progressivement le taux de l'impôt. Vous savez qu'aux États-Unis, entre 1920 et 1930, on a eu des républicains. C'était un peu les années folles aux États-Unis et les rémunérations étaient relativement élevées. Et en 1932, après la grande crise de 29, Franklin Roosevelt a considérablement augmenté le taux de l'impôt sur le revenu
il était monté jusqu'à 90%. Il faut savoir que jusqu'en 64, c'est-à-dire sous la présidence de Lyndon Johnson, le taux d'impôt était à 90%. Et puis sous Johnson, c'est repassé à 70% jusqu'à l'arrivée de Reagan. Quand Ronald Reagan devient président des États-Unis en 1980, le taux d'impôt marginal sur l'impôt sur le revenu est à 70% aux États-Unis. Bon. Donc, j'ai pensé, je trouvais que c'était assez juste. On s'enrichissait aux États-Unis en étant entrepreneur. C'était l'entrepreneur qui gagnait de l'argent. Le CEO, le PDG, gagnait de l'argent, mais raisonnablement. Hein, un peu à l'exemple de ce que j'avais dit sur Henry Ford. Alors, pourquoi 90% ? Parce que lorsque les rémunérations atteignent un certain niveau, je vois pas pourquoi on considérerait que quelqu'un qui est imposé à 41 ou à 45% sur la base de 200 ou 300 000 euros paierait le même impôt que quelqu'un qui gagne 3 millions d'euros. Moi, on ne me fera jamais accepter que quelqu'un qui gagne 3 millions d'euros a un taux d'impôt marginal semblable à quelqu'un qui gagne 300 000 euros. Ça, jamais je pourrais le gober. Jamais, jamais, jamais. Bon, il est normal qu'il y ait une échelle. Le problème, c'est que nous avons un Conseil constitutionnel qui contrôle beaucoup trop et qui a mis une barre à 64% lorsque François Hollande a voulu taxer à 75%. Et c'était sous Jean-Louis Debré. Il a été considéré par le Conseil constitutionnel qu'au-delà de 64%, 65%, c'était confiscatoire. Oui. Et c'est très dur de revenir sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc il faudra effectivement réformer la Constitution pour permettre de mettre une échelle d'impôt qui pourrait aller peut-être pas jusqu'à 90%, mais jusqu'à 80%. Je vous signale que quand j'ai demandé à mon collègue américain en 1932 à quelles conditions on était imposé à 90%, c'est-à-dire en 38-39, en 1938-39, c'était 400 000 $. Eh bien, 400 000 $ aujourd'hui, ça représente 3 millions d'euros. C'est précisément à ce montant-là, sans l'interroger, auquel j'étais arrivé. Je pense qu'à partir du moment où un dirigeant mandataire social perçoit une rémunération de 3 millions d'euros, il doit pouvoir payer un impôt supplémentaire qui peut aller jusqu'à 80%, sauf à ce qu'il reverse ce montant supérieur, par exemple, à 3 millions d'euros, dans l'économie réelle. Hein. Un peu comme ceux hier qui étaient imposés à l'ISF et qui pouvaient, en versant leur argent dans des PME, être exonérés jusqu'à un certain montant de leur ISF. Eh bien là, je propose que ce montant excessif, comme pour les footballeurs d'ailleurs, puisse être reversé dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle, peut-être qu'ils gagneront peut-être même encore plus d'argent en le reversant dans l'économie réelle. Mais j'imagine qu'on doit vous opposer régulièrement l'argument qui consiste à dire qu'on n'arriverait plus à attirer de grands patrons performants si on venait à imposer alors ça, leur revenu. Je vais vous dire, je conteste, parce que si vous prenez par exemple les rémunérations publiques dans le secteur parapublic ou secteur mutualiste que je connais bien, eh bien vous avez des rémunérations bien moindres. Vous avez des rémunérations bien moindres dans le secteur, disons, public, EDF, allez demander à monsieur Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, s'il n'est pas motivé à l'EDF. Il gagne 450 000 € par an, puisque les rémunérations sont plafonnées. Donc ça, je pense que c'est pas un très bon argument. C'est pas parce que vous gagnez beaucoup plus que vous êtes beaucoup plus motivé. Ça, je ne crois pas. Alors comment, justement, dans le secteur peut-être public, on parvient à attirer quand même des patrons de qualité à la tête de ces structures ? Ce sont souvent, ça peut être des personnes qui ont œuvré dans la haute fonction publique auparavant, ou en tout cas qui ont, pour qui l'argent n'est pas une finalité en soi. Mais bon, je crois pas du tout à la corrélation entre, à un certain niveau, entre la rémunération et la motivation. Je crois pas du tout, à titre personnel. Mais alors finalement, qu'est-ce qui justifie dans ce cas des rémunérations aussi élevées pour nos grands patrons ? Eh ben, c'est la liberté, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est très compliqué parce que aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, avec ce boulevard du libéralisme depuis le début des années 90, un dirigeant qui gagne aujourd'hui 2 ou 3 millions d'euros par an et que l'on vient chercher, eh bien, vous avez les chasseurs de tête aussi qui interviennent, bien sûr. Ça va être très très compliqué de l'attirer en lui proposant 4 fois moins. Et puis souvent, faut pas oublier que le dirigeant qu'on va chercher, il doit renoncer dans la société qu'il dirigeait
à des actions de performance, éventuellement une retraite supplémentaire, et il veut qu'on le compense. D'où d'ailleurs tous les scandales qui sont nés avec ces indemnités d'accueil. Vous savez qu'on verse à un dirigeant lorsqu'il arrive, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dirigeant, quelque part, n'y est pour rien, parce qu'il dit, écoutez, vous voulez que je vienne, je suis tout à fait prêt à venir, je trouve les challenges extrêmement motivants, simplement, je suis en train de perdre ma retraite, j'ai 58 ans, et il n'y a pas de raison que je perde cette retraite. Donc, veillez me compenser. Alors on les compense parfois avec des actions de performance. On peut difficilement les compenser avec une nouvelle retraite supplémentaire parce que les conditions sont très exigeantes aujourd'hui pour bénéficier d'une retraite supplémentaire. Mais on est bien obligé de le compenser, sinon on ne l'a pas. Alors vous avez dit à plusieurs reprises ce dirigeant que l'on va chercher. C'était bien votre rôle en tant que... Non, je n'étais pas chasseur de tête. Hein, nous n'étions pas chasseurs de tête. Dans les 2 cabinets où j'ai œuvré pendant 30 ans, oui. On n'était pas du tout chasseurs de tête. Mais ça, c'est un autre métier. Par contre, c'est un autre métier. Par contre, nous conseillions les comités de rémunération lorsqu'ils nous interrogeaient en nous disant, voilà, nous avons tel président directeur général, tel directeur général délégué, tel membre du directoire. Est-ce que vous pouvez nous dire si leurs rémunérations sont compétitives ? Donc nous étions chargés d'établir avec eux un panel de groupes auxquels ils acceptaient de se comparer. Il fallait faire valider ce panel. Non, ce panel n'est pas représentatif. Oui, ce panel est représentatif. Et puis ensuite voir comment leur rémunération était positionnée. Hein. Mais il fallait faire très attention parce que, comme je l'ai dit, là c'était du cousu humain et les rémunérations étant publiques, ils pouvaient voir combien ces dirigeants étaient rémunérés et si la comparaison était valable. Et sur un petit échantillon, effectivement, c'est extrêmement fragile parce que les dirigeants, vous imaginez bien, n'ont pas tous le même itinéraire. On imagine peut-être pour conclure qu'au cours de ce métier, on doit aussi faire face à un certain nombre de pressions. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont posés par les cabinets pour lesquels vous avez pu travailler en la matière ? Les pressions qui viennent dans les comités de rémunération aujourd'hui, elles viennent éventuellement par les représentants des salariés, puisque maintenant ils ont vocation, ils ont voix au chapitre. Mais bon. Voilà, mais les pressions. Sinon, nous, en tant que consultants, on ne recevait pas de pression de notre cabinet. On avait une très grande liberté d'action pour conseiller comme on l'entendait. Vous savez, quand vous êtes consultant, quand vous êtes dans un cabinet, quel qu'il soit, votre patron, ce sont les clients. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles-Henri Le Chevalier. La rémunération des grands patrons, halte à la démesure. C'est le titre de votre ouvrage, publié aux éditions Manitoba. Et demain, notre invité, Ghislain Benessa, professeur de droit à l'université de Strasbourg. Le totem de l'état de droit. On parlera notamment de toutes les potentielles dérives juridiques de l'Union européenne et de la France. C'est en tout cas l'idée que défend Ghislain Benessa. Et on vous laisse sur Sud Radio, 14h, 16h avec, comme d'habitude, Brigitte Lay qui reçoit Eric Allaire pour son livre Guide de l'impatient. Pourquoi les hommes sont-ils moins aptes à prendre soin de leur santé ? À demain. À demain.